Quand on m'a proposé d'être speaker sur le Web Today, on m'a dit « Pénélope, parle-nous s'il te plaît de ton expertise ». Je dis « Merci beaucoup, je suis très flattée, mais j'ai aucune expertise, ni en tech, ni en digital. Non mais, parle-nous de ton parcours. » Mon parcours? Mais oui, Pénélope, ton parcours, il est incroyable. Alors, je vais vous le raconter, vous allez voir que non, mon parcours n'est pas incroyable. Mais c'est vrai que j'ai toujours osé faire les choses pour suivre mes envies. Dès que je m'ennuie, dès que je me lasse, dès que je trouve plus mon compte, dès que je trouve plus ma place, je pars, je m'en vais et je fais autre chose. D'ailleurs, comme ça que j'ai développé une passion pour les CDD. C'est génial les CDD. Vous avez une mission définie, un temps défini, vous n'avez pas le temps de vous lasser ni de vos collègues, ni de la mission, et une fois que c'est terminé, hop, vous changez. Et en fait, les autres me faisaient ressentir que j'étais paumée. Les autres, c'est les recruteurs, mes amis, la famille, les gens à qui je racontais que j'enchaînais les jobs. Ils me disaient « Pénélope, il faut que tu te poses, là, réfléchis, tu n'es pas en train de construire ta carrière. » Ok. Et les recruteurs me disaient « Mademoiselle, j'ai l'impression que vous dispersez un petit peu, j'ai une question pour vous. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous rêveriez de faire ?» Alors, je ne sais pas s'il y a des RH ou des recruteurs dans cette salle, mais je vous en conjure, ne posez jamais cette question. C'est une question qui n'est ni moderne, ni ambitieuse, ni positive. Quand on pose cette question, on insinue que l'homme, avec un grand H, n'est pas capable d'atteindre ses objectifs par lui-même. Il ne peut pas oser, il ne peut pas prendre des risques, il ne peut pas pousser des portes. Et donc moi, cette question, j'ai dû passer au moins 150 entretiens dans ma vie, je l'avais une fois sur 3, j'ai dû y répondre au moins une cinquantaine de fois. Je leur disais « Madame, monsieur, vous pensez bien que si je savais ce que je voulais faire, je ne serais pas là. Car non, je ne rêve pas de faire du marketing pour des cigarettes. Non, je ne rêve pas de faire du marketing pour des croquettes pour chats. » Et à cela, on me disait que j'étais impertinente. Impertinente parce que je ne répondais pas normalement à la question. Ou en tous les cas, comme ils auraient aimé que j'y réponde. Et d'ailleurs, cette impertinence, on disait que ça faisait partie de mon profil. Mon profil qui était atypique. Ah, profil atypique. On met tout et un peu ce qu'on veut dedans. Profil atypique, c'est quand même un vrai sujet. Moi, on m'a tout le temps dit que j'étais profil atypique dans mes jobs, parce que j'ai quand même réussi à passer des entretiens. D'ailleurs, les entretiens que j'ai réussis, ce n'étaient pas des entretiens classiques, c'était des entretiens que j'ai eus soit par le réseau, soit au culot, soit parce que la personne qui était en face de moi savait qu'elle ne me recrutait pas pour mon savoir-faire, mais pour mon savoir-être, et que j'allais bousculer de façon positive l'entreprise. Et donc, dans tous mes jobs, je mettais des coups de pied dans la fourmilière, je soulevais la moquette et je trouvais des vieux projets qui dataient, dont personne ne voulait s'occuper. Et on me disait, non mais t'en occupes pas, t'en occupes pas. Mais si, mais attendez, pour avancer sur les projets futurs, il faut s'occuper des vieux sujets. Non, non, Pénélope, non, non. Ok, je prenais la parole en réunion alors qu'on ne me la donnait pas, je disais quand je n'étais pas d'accord, et en fait, je dérangeais. Et je dérangeais pourquoi? Parce que j'étais moi-même. Moi-même dans le sens où je réagissais, certes parfois de façon impulsive, mais je réagissais sans prendre en compte l'environnement dans lequel j'étais, donc l'entreprise. Sans prendre en compte le fait qu'il y a des règles comportementales, des standards respectés, de la politique. Et en fait, je me suis rendu compte que si les gens trouvaient que j'étais différente, hors norme et paumée, mais c'est en fait tout simplement parce que je me battais contre moi-même pour essayer de trouver ma place. Pas ma place dans l'entreprise, mais ma place dans la vie, dans ce monde, juste être bien dans mes pompes. Vous êtes 400 dans cette salle, 400 personnes différentes, avec une culture différente, une éducation différente, des passions différentes, des envies différentes, mais vous êtes aussi 400 personnes à avoir, que vous le sachiez ou non, le même objectif de vie. Parce qu'on a tous le même objectif de vie. Trouver sa place, qui est en fait une autre appellation pour dire être heureux. Certains l'ont trouvé, peu. Certains la cherchent, certains pensent qu'ils l'ont trouvée, certains ne savent pas qu'ils veulent la trouver. Et pourquoi c'est aussi difficile que ça que de trouver sa place? Pourquoi on galère? Pourquoi on met du temps? Pourquoi on se sent souvent paumé? Parce qu'on a peur. On a tous peur tout le temps. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de l'inconnu, peur. Mais moi, je suis convaincue que la seule chose qui puisse nous aider à vaincre nos peurs, c'est d'avoir envie. Je vais rappeler quelque chose qui est assez évident, mais je pense que ça fait du bien de se le rappeler. On a tous été propulsés dans cette vie-là, tous les uns les autres, hein, sans exception, sans demander à personne, sans rien demander à personne. Bon. Et dans quelques minutes, jours, mois, années, je nous le souhaite, on ne sera plus que de la poudre
de la poussière dans de la terre avec une ou deux, trois roses jetées comme ça nonchalamment sur notre tombe. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'échouer une fois, deux fois, trois fois? Qu'est-ce qu'on en a à faire de perdre? Puisque de toute façon, tout ça c'est fini. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas? Pourquoi est-ce qu'on ne tente pas? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas des risques? Si on est là aujourd'hui dans cette salle, c'est qu'on est a priori ni mourant, ni en prison. On n'est pas en train de se taper la tête dans son cachot d'isolement à se demander comment on va pouvoir sortir. Au contraire, on est libre. On est libre de pouvoir décider de profiter de cette vie plutôt que de la subir. Si on a envie, on a moins peur. Si on a moins peur, on fait. Et c'est en faisant qu'on trouve sa place. Je vais vous illustrer ces propos quand même avec mon parcours. Donc, le 14 décembre 1983, à 35 ans, mon père revient de la mairie après avoir déclaré ma naissance. Il va voir ma mère à la maternité et il dit « Ça y est, je viens de déclarer Philomène. » Philomène? Mais on avait dit Pénélope. Ah oui, oui, bah tu repars. Non, non, je ne peux pas repartir là. Non, 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 mais on ne change pas un nom sur l'acte de naissance. Et puis c'est très mignon, Philomène. C'est pas la question. On avait dit qu'on l'appellerait Pénélope, on l'appellera Pénélope. Mon père est reparti. Il a réussi à changer Philomène en Pénélope. Et c'est comme ça que j'ai eu cette chance extraordinaire de m'appeler Pénélope Boeuf. Boeuf comme un bœuf. Je vous assure que quand on commence sa vie en s'appelant Pénélope Boeuf, on n'a pas d'autre choix que d'avoir envie. La devise à la maison, il y en avait deux. Mon père, c'était work hard, play hard. Et ma mère, c'était where there's the will, there's the way. Quand on veut, on peut. Donc en fait, j'ai jamais eu vraiment de doute sur le fait que je réussirais là où je voudrais aller, puisque apparemment, avec le travail et la détermination, on peut réussir. Il faut reconnaître qu'attaquer sa carrière avec cette confiance en la vie, c'est priceless. Sauf que ça implique quand même une chose, et pas des moindres, ça implique qu'il faut qu'on sache où on veut aller. Aucune idée. Mais alors, aucune idée. Petite, on me demandait « Pénélope, tu veux faire quoi plus tard ?» Bah, j'aimerais être donneuse d'idées. C'est pas un métier, Pénélope. Bah, j'aimerais raconter des histoires. Non, Pénélope, c'est pas un métier. Bon, ok, bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, donc, à 18 ans, qu'est-ce que je fais quand il faut choisir des études? Bah, je prends la voie destinée à 90% à ceux qui ne savent pas quoi faire en sortant du bac, et je fais du droit. Première année, je la passe brillamment avec 10,00. La deuxième année, je l'échoue brillamment. Je refais donc une deuxième année. Je passe au rattrapage, 10,00. Je vais quand même fêter cette deuxième année avec une copine. On est à Paris. Et là, on parle, c'est sympa. Et puis, on fait connaissance, l'alcool les dents avec nos voisins. Et là, il s'avère que le voisin d'à côté est le directeur des ateliers de Sèvres. Les ateliers de Sèvres, c'est une préparation qui prépare aux écoles d'art. Et là, d'un coup, j'ai des pépites d'or dans les yeux. Et bien sûr qu'en fait, je rêve de faire ça. C'est créer, inventer, imaginer, raconter des histoires, donner des idées. Donc, je lui dis que j'ai envie de faire ça, mais qu'en fait, en revanche, j'ai aucun talent, ni manuel, vraiment, je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, j'ai les mains moites, donc ça baffe sur ma feuille, enfin, c'est l'enfer. Il me dit, mais ça, c'est pas grave, Pénélope, le manuel, ça s'apprend, c'est les idées qui comptent. En revanche, t'emballe pas, parce que les inscriptions sont closes depuis 15 jours. Ok, donc là, je fais ma technique que j'appelle, avec humilité, la pénélopade, c'est obtenir quelque chose de quelqu'un a priori impossible à avoir par l'usure. Je le saoule, j'insiste, je le saoule, j'insiste, je le saoule, je suis relou. Ça marche très bien, ça marche souvent. Au bout d'une demi-heure, ok, Pénélope, t'as l'air tellement motivée, je t'ouvre un créneau, viens dans 15 jours avec le thème de ton choix, présente-moi quelque chose. Ta carte blanche. Ok, c'est parti. Donc je prends une grande feuille canson et je me dis, qu'est-ce que c'est que pour moi le paradis? Paradis, pour moi, il y a des nuages. Je prends des bouts de coton, je colle. Paradis, enfer. Je délimite avec l'enfer. Je ramasse des mégots de cigarettes usagées et je les colle sur la feuille à côté. Il y a des bonhommes, ça, je les représente avec du fil de fer que je plug comme ça sur ma feuille. C'est immonde. Mais je vous épargne l'histoire, mais il y a toute une philosophie autour de cette feuille canson, etc. Et comme il m'a dit que c'était les idées qui primaient, j'y crois à mon truc. En parallèle de ça, donc je prépare, en parallèle de ça, je prends des cours de théâtre amateur et il y a cette fille, Juliette, une vraie artiste. Déjà, elle est artiste parce qu'elle met des chaussettes colorées, rayées avec sa mini-jupe. Elle se balade jamais sans son bouquin sur lequel elle sketche des petits dessins. Et puis, elle joue la comédie brillamment bien, quoi. C'est la meilleure de nous toutes.
Je lui raconte mon histoire et là, je la vois qui se décompose et elle me dit « Mais Pénélope, moi c'est mon rêve de faire ça, c'est mon rêve !» Mais il y a 15 jours, j'ai voulu m'inscrire, les inscriptions étaient closes, du coup je suis allée faire le pied de grue en bas de l'atelier de Sèvres, le mec n'est jamais venu, du coup j'ai envoyé un courrier, il m'a jamais répondu, je suis dégoûtée, t'as trop de chance, vas-y fonce, mais vraiment je suis dégoûtée. Et là, je me rends compte, je sais que c'est elle l'artiste, c'est elle qui a cet esprit libéré d'artiste, que moi j'ai moins. Et en fait, au fond, moi j'ai peur de cette histoire de feuille canson là, j'ai peur qu'il me rie au nez, mais j'ai peut-être aussi peur qu'ils me disent que j'ai potentiellement du talent et qu'il faille que je prenne un virage qui soit moins classique que le droit. Et ça fait peur d'être un peu en marge. Juliette, prends ma place. T'as mon créneau, c'est dans une semaine maintenant. Tu lui racontes que je t'ai filé ma place. De toute façon, il ne se souvient même plus de ma tête. Vas-y. Elle y est allée. Elle a été prise. Elle a fait ensuite la Saint-Martin's. Maintenant, c'est une grande artiste. Et moi, j'ai continué le droit. Ce jour-là, je me suis dit que plus jamais je ne créerai une opportunité que je ne saisirai pas. Plus jamais je ne saisirai pas une opportunité qu'on me tend. Et surtout, je décide à partir de ce jour-là que je ferai de ma vie une opportunité. Car on est tous des opportunités et on est tous une opportunité pour chacun. Mais je continue et je fais une licence de droit que j'ai. Et là, je sais que je ne veux plus être avocate, je ne veux pas être juriste, je ne veux pas rien avoir à faire avec le droit, je ne comprends rien. Donc, qu'est-ce que je fais en sortant de là? Je prends la voie destinée à 90% à ceux qui ne savent pas quoi faire en sortant du droit et je fais une école de commerce. Je passe les concours et je rentre en deuxième année d'Audencia à Nantes. Audencia, c'est 2 ans. La première année, vous réapprenez le RH, la finance, le contrôle de gestion, etc., les bases. La deuxième année, vous partez à l'étranger et enfin, vous avez un stage de 6 mois de fin d'études. Sur le classement, je suis dernière sur les liste d'attente. D'ailleurs, j'ai failli reprendre une maîtrise de droit. On m'a appelé une extrémiste en me disant « C'est bon, il y a quelqu'un qui est parti à HEC. Ouais. » Ok, donc je suis prise. Première année, très bien. Deuxième année, il faut choisir sa destination. Comme la destination dépend de votre classement au concours d'entrée, je n'ai pas vraiment le choix. Et les choix qu'on me propose, c'est la Suisse et la Belgique. Non, je ne me suis pas tapé 4 ans de droit. Je ne suis pas là pour partir en Suisse ou en Belgique pour un Erasmus, non. La feuille arrive, je dois cocher. Je ne coche pas. Je barre Suisse. Je barre Belgique. Et j'écris au culot, en majuscule, Vietnam. Bouteille à la mer, mais je me dis, ça se tente. Une semaine plus tard, le directeur de l'école arrive et me dit « Mademoiselle, ça fait longtemps qu'on est en partenariat avec le Vietnam, en négociation, et en fait, de voir ça écrit sur une feuille, on se dit « Mais en fait, allons-y, donc vous partez au Vietnam. » Et là, je me suis rendu compte du pouvoir du culot. Non mais vive le culot! En fait, vous savez quoi? Il y a tellement peu de gens qui osent que dès que vous osez, les portes s'ouvrent grand à vous. C'est fou. Et en vrai, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Hein. Un peu d'impertinence, au pire. Je vais 1 an à Saigon, je reviens. Ah, stage de fin d'études. Qu'est-ce que je veux faire? J'en sais rien. J'envoie des CV à droite à gauche, il n'y a rien qui prend. Et là, j'aime bien le cinéma, et je vois une offre chez Century Fox, le distributeur de cinéma. Alors, je regarde plein de films, mais je suis vraiment nulle pour me souvenir des réalisateurs, des acteurs et tout. Je passe l'entretien, et là, question, mademoiselle, pouvez-vous me citer un film de Danny Boyle? Danny Boone, oui, Danny Boyle, moins. Hein. Ok, eh ben, merci, au revoir. Ils ne me disent pas que c'est mort, mais je ne suis pas débile pour comprendre que c'est mort. Je sors de là, je suis dépitée, je marche dans la rue, je lève la tête, et là, je vois, on est sur un cinéma, et je vois une énorme affiche Sunshine de Danny Boyle. J'ai honte, en fait. J'ai honte de ne pas avoir bossé mon entretien. J'ai honte. Mais je ne sais pas pourquoi. Déjà, parce que je n'ai pas le temps de trouver un autre stage, il me faut absolument un stage, que j'apprends qu'on va me filer qu'on m'aurait filé tous les mois un carton de DVD, je veux ce stage. Et donc, j'écris un mail. Et je fais un mail sur Danny Boyle. Qui est Danny Boyle? Je fais un portrait, je regarde sur Wikipédia, je fais des rimes, des alexandrins, des calembours, des jeux de mots, tire larigot. Et j'envoie ça. 2 jours plus tard, on m'appelle, vous êtes prise. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, toute situation n'est jamais perdue d'avance tant qu'on n'a pas essayé de la rattraper. Essayez de la rattraper. Pareil,
comme Vietnam, ça m'a coûté quoi d'écrire un mail? Bon, ça m'a coûté 25 minutes. Bon, au pire. Je fais ce stage, bon, très bien, chef de projet digital Century Fox. Ça se termine, il n'y a pas de CDI derrière. Hein. Qu'est-ce que je veux faire? J'en sais rien. Et là, j'ai un piston. Et je me retrouve directrice de la communication du Publicis Drugstore sur les Champs à Paris. Je remplace une nana j'ai 25 ans à l'époque, je remplace une nana qui a 35 ans. Et donc là, on me dit, Pénélope, le DG qui me recrute par piston, Pénélope, t'as intérêt à dépoter, c'est un gros niveau, ne me déçois pas, là je prends vraiment, je joue gros avec toi. Ok, donc c'est une mission d'1 an et demi, donc pendant 1 an et demi, mais je cravache comme jamais, et je ne veux pas décevoir ni mon piston, ni le DG, ni tous les autres qui savent que je suis pistonnée. Mais en fait, je me rends compte que je bosse pour tout le monde, sauf pour moi. Et je me dis qu'à partir de ce jour-là, plus jamais j'accepterai des boulots de piston. Pas de réseau, hein, piston. Ça se termine, chômage. J'envoie des CV, ça marche toujours pas, j'ai l'histoire de la baguette magique où je les envoie balader, là, donc je suis pas prise. Et puis, j'apprends dans la presse que Arthur, des enfants de la télé, vient de racheter WeFM, la radio rock. Et pour se faire un peu de pub, il lance un casting pour trouver son animateur sur la matinale de WeFM pour la saison prochaine. Marrant. Ça me coûte pas grand-chose, je vais voir. Il faut que j'arrive avec une chronique. Je fais la première étape, je gagne 2, 3, 4 étapes, je me retrouve en finale. J'ai mon adversaire à côté, c'est en live et c'est un blind test. Donc il faut trouver les musiques qui passent. Alors autant vous dire que c'est perdu d'avance, je confonds Metallica et Rage Against the Machine, enfin j'y connais rien. Bon, bah, j'y vais, c'est la finale, hein. Je vais essayer je sais pas comment je vais faire. Bon. Et à ma droite, il y a cet animateur, Bob, qui me fait des petits coups de coude pendant le truc. Un petit coup de coude. Je comprends pas, je le regarde et il me place une feuille devant moi. Mon adversaire est à ma gauche. Et je vois des trucs stabilotés jaunes, mais j'ai le stress, le machin, je veux gagner, je veux essayer de trouver, bon, je comprends pas bien. Il me refait des petits coups de coude. Il fait des gros yeux comme ça. La feuille des réponses. Je regarde, je triche, je gagne. Je me retrouve donc co-animatrice sur la matinale de WeFM pendant 1 an avec un animateur qui a 15 ans de radio. Là, vous devez vous dire, génial comme expérience. Génial. Le boulot, c'est 6h, 9h30 à l'antenne. Je fais la météo, le trafic info, j'ai ma petite chronique qui s'appelle les Péné News. À 9h32, ça se termine, je vais dans le studio d'à côté et je travaille l'émission du lendemain. Donc je fais du 6h, 5h30 du matin, 20h, payé 700 € par mois. Génial. D'autant que mon co-animateur, qui a 15 ans de radio, à qui on m'a imposé à lui, quelque part, quand je parle, il trouve que je suis mauvaise. Et donc, à l'antenne, pendant que je dis une petite blague, ou je sais pas, la météo, il me met la main comme ça dans la figure. Donc je m'arrête en plein milieu de ma phrase. Il me fait perdre toute confiance, c'est un échec cuisant. Je me rends compte que j'ai aucun talent pour raconter des histoires, aucun talent pour animer, aucun talent oratoire. Et je décide que ça suffit, je vais faire que 6h, 9h30 et je travaillerai plus son émission du lendemain, parce qu'en plus, il n'y a que lui qui parle sur ce que je lui fais bosser là. Et je trouve un CDD chez M6 en parallèle, où je m'occupe de la communication des chaînes musicales d'M6, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc je fais matin WeFM, après-midi, après la matinée, M6. Tout ça se termine, ça fait 1 an. Chômage. J'envoie des CV partout, c'est la même rengaine, hein, je vous passe les détails. Et là, mon CV, je vois une petite boîte, Groupon. Jamais entendu parler, j'envoie. Ils sont 80 à l'époque. Et là, la DG me reçoit. Ça dure pas longtemps l'entretien. Elle regarde mon CV, elle me regarde, elle explose de rire, et elle me dit, mademoiselle, clairement, votre CV dit que vous avez l'envie, on va vous donner les compétences. Ah, pour une fois qu'on va m'apprendre quelque chose. Je suis prise. Je ne sais pas trop pourquoi. Et en fait, je passe 1 an et 8 mois à faire plein de boulots différents, du market, de la strat, du relation partenaire. Et en fait, les compétences que j'apprends concrètement, c'est de bosser, de savoir bosser, de bosser tard, de bosser beaucoup, de bosser avec des équipes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, avec des égos un peu démesurés, avec des créatifs, avec des jeunes, de bosser. Et je me rends compte que si je sais bosser autant, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas pour moi? Ça va de bosser pour les autres. Et donc avec une copine de chez Groupon, coup de tête, on est au mois de juin-juillet 2012, et on se dit, on va lancer une boîte.
Rien de révolutionnaire. On va copier un modèle existant. C'est le modèle des box par abonnement. Genre Jolie Box, tous les mois vous recevez une boîte surprise dans laquelle vous avez des produits cosmétiques. Sauf que moi je vais faire ça avec du food. On est au mois de juillet, l'idée c'est de le lancer en septembre, on a 1 mois et demi pour le faire. Bien sûr, on ne fait pas de business plan, on fait un site internet, on trouve des produits, on fait une espèce de petite com, on casse notre PEL chacune de 19 000 €. On y va, on dépose nos statuts, etc. On est prête, ça s'appelle Eat Your Box. Mange ta boîte, bon, on n'est pas sur un truc très créatif, mais ça sonne bien. Eat Your Box, EYB, bon. J'appelle un copain américain, je suis un peu excitée, je lui dis putain, ça y est, je lance ma boîte, ça s'appelle Eat Your Box. Blanc total au téléphone. Eat Your Box? Oui. Peut-être ce que ça veut dire, Eat Your Box? Mais il est américain, donc je dis bah oui, merci. T'inquiète pas, en France, on sait ce que ça veut dire Eat Your Box, faut pas non plus exagérer, on sait quand même parler un minimum anglais. Regarde sur internet ce que ça veut dire Eat Your Box. Alors Eat Your Box, ça veut dire mange ta boîte, mais ça veut aussi dire mange ta chatte. Donc j'ai du bad buzz de presse, hein, et en fait ça m'aide, parce que comme dirait l'autre, il n'y a pas de mauvaise pub. Et donc, grâce à ça, on vend 400 box le premier mois, 1000 box le deuxième mois, 3000 box le troisième mois. Au bout d'1 an et 6 mois, on fait 850 000 € de chiffre d'affaires avec 45% de marge. Tout va bien. Tout va bien, mais bon, ça fait 1 an et demi, moi je me lasse un peu, on met 2 personnes à notre place, franchement ça roulerait, j'ai envie de challenge. Et à ce moment-là, au moment où je commence un peu à me lasser, Reworld Media nous approche. Reworld Media, c'est ce groupe média qui rachète Mondadori, Lagardère, etc. pour digitaliser. Et ils veulent nous racheter. Banco, 3 mois de négo, et on vend 500 000 €. Tout bénef, génial, trop contente. Dans le contrat de vente, il y a 3 mois de passation. Ils n'ont pas besoin de 2 personnes, mon associé se propose, et moi je dis ok, qu'est-ce que vous avez pour moi? Ah bah attends, on vient d'acheter une maison de 150 mètres carrés, 3 étages, à Saint-Tropez. C'est une grosse boutique, on veut en faire le pop-up store du magazine Marie-France. Pour l'instant, c'est en travaux, il y a tout à faire. Trouver les sponsors, les partenaires, la force de vente, le merch, etc., avec un budget de 0. Mais ça, tu sais faire, non? J'ai cru comprendre. Génial. Je passe 6 mois à Saint-Tropez à monter cette boutique. C'est comme si je montais une deuxième boîte. Je sors de là, c'est une mission qui se termine. J'ai un gros chèque sur mon compte en banque. J'ai une belle réussite à mon actif. Je suis au fond du trou. Je suis déprimée. J'ai plus d'envie, j'ai plus de perspective, j'ai plus de projet. Et ça, on ne me l'avait jamais dans toutes ces conférences sur l'entrepreneuriat, etc. On ne dit pas, en fait, quand vous vendez, en fait, c'est la descente aux enfers parce que j'ai pas non plus vendu 50 millions et je ne peux pas investir dans des boîtes à droite à gauche. Qu'est-ce que je fais? Mon associé est parti vivre à l'étranger, je n'ai plus d'associé. Est-ce que je remonte une boîte toute seule? Compliqué. Je viens de me faire 2 ans de boîte, là, ça va. Est-ce que je refais juste du market? Non, frustrant. Juste du sales? Non. Je ne sais pas ce que je veux faire. On recommence, quoi, comme quand j'avais 18 ans. Et en plus, j'ai un peu la prétention de penser que Uber, Blablacar, Google vont m'appeler, mais c'est pas du tout mon truc, est inconnu au bataillon. Donc je les contacte quand même, je les rencontre d'ailleurs. Ils me disent, mais vous voulez faire quoi, mademoiselle? Bah, donnez-moi une business unit, je la gère. Mais quel type de business unit? Bah, je sais pas, j'en sais rien. J'ai jamais su, je sais toujours pas. 8 mois de descente aux enfers, c'est-à-dire que j'envoie des CV, il n'y a rien qui se passe, je pars voyager en Thaïlande, je me fais des petits stages de yoga, histoire de faire du bien, pas grand-chose. Et puis, mon CV tombe dans la boîte aux lettres de Crystal Event. Crystal Event, c'est ceux qui organisent le Crystal Festival à Courchevel, qui récompense les campagnes de publicité, c'est concurrent des Lions Club, du Cannes Lions. Je m'entends bien avec le CEO. En 10 minutes, il me dit, tu sais quoi, tu vas pas t'occuper des gros festivals, tu vas t'occuper de tous les festivals ad hoc à l'international. Tiens, d'ailleurs, dans 1 mois, j'aimerais bien qu'on fasse une conférence sur le digital à Shanghai. Vas-y. Et donc, j'ai 1 mois pour organiser une conférence sur le digital à Shanghai. Trouver les speakers, trouver la ligne édito, trouver les partenaires, trouver les sponsors, trouver les animations. Je fais ça à Shanghai, je fais ça à l'île Maurice, je fais ça à Dubaï et je fais ça à Paris. Génial. Je fais ça pendant 1 an et 4 mois. Et au bout d'1 an et 4 mois, petit problème de trésor dans la boîte, il ne peut plus me payer. Donc on met fin au contrat, rupture conventionnelle. Et maintenant, je fais quoi? Je ne sais pas. Mais là, je n'ai pas envie d'une deuxième descente aux enfers, donc je contacte vraiment à tire-larigot et je me vends comme une directrice événementielle. Sauf que, est-ce que j'ai vraiment envie d'organiser des événements? Je ne sais pas, mais il faut bien se trouver un truc à faire, donc j'y vais. Et je contacte un chasseur de tête, et là, on me dit, on cherche une directrice événementielle chez Énergie Group. Génial. Je prends, direct.
gros salaire et tout, on y va. Et je me retrouve directrice événementielle chez Energy Group, à piloter les Energy Music Awards, à piloter une équipe de 5 personnes, enfin, 5 millennials. Et là, j'ai su que je ne savais pas manager, que je ne veux pas manager, que je déteste manager. Je ne peux pas les manager, je ne sais pas les manager, je suis trop dans l'affect, dès que je suis sympa, on me le renvoie, enfin, c'est l'enfer. Je passe 1 an et 4 mois à me battre contre eux et moi-même. Et le réseau fait que, quand même, le fait de faire plein de choses différentes vous fait rencontrer des gens. Un ancien de chez Groupon devient CEO du guide Michelin. Tout le monde pense que je suis la star de l'événementiel. Hein. Et du coup, il me dit, Pénélope, viens monter le département événementiel du guide Michelin. J'arrive. Peu importe, j'arrive. Comité de direction, voyage, grandes conditions, et surtout carte blanche sur tout. Le guide Michelin, aujourd'hui, les cérémonies d'étoiles, on remet des étoiles aux chefs en live dans 32 pays. Il y a encore guide Michelin, c'est les Michelin pneus. Hein. Donc, il y a encore les pneus sur scène, il y a le bibendum qui se balade. Twiste-moi ça, modernise-moi ça, fais-nous du Pénélope, là, vas-y, envoie du steak. Je ponds une strate pendant 7 mois et demi, 15 jours avant la fin de ma longue période d'essai. Et là, cette personne qui m'a recruté s'en va. Et on me met quelqu'un des pneus à sa place. On me dit, montre-moi ta strate. Je dis, bah voilà, je fais comme ça, ta. Oh, okay. En fait, on va faire l'inverse. Hein. Est-ce que tu peux remettre les pneus? Tu peux remettre le bibendum? Ok, terminé. Je m'en vais, merci. Et donc là, on est en novembre 2018, octobre 2018, j'ai 34 ans, et je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Et je n'ai pas trouvé ma place. Je revois mon copain, mon ami, mais mon ancien boss de Saint-Tropez, qui me dit, je lui dis, là, qu'est-ce que je fais? Je suis paumée. Pénélope, tu as une voix, tu sais raconter des histoires, t'es business, il y a une montée en puissance des podcasts, lance ton studio de podcast. Ah, attends, c'est quoi un podcast? Mais si, tu sais, c'est les replays des radios, là. Le replay des radios? Ouais, ok, t'as raison. Projet, perspective, ça m'excite, on y va. 2 jours après, j'avais déposé ma SASU, là, ma SAS universelle. La toile sur écoute. Toile sur écoute, studio de narration audio. Je trouve ça sympa. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'accompagner des marques pour leur faire leur chaîne de podcast. L'idée est hyper smart. Hein. Il est smart, lui. Il m'a donné une smart idée. D'ailleurs, c'est étonnant que personne n'y ait pensé, quand même. Et sur Internet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 studios de podcast qui se partagent le marché, d'ailleurs. Ok, moi, j'ai aucun réseau là-dedans. Je ne sais même pas, en vrai, comment on fait un podcast. Peut-être qu'il va falloir que j'en fasse un pour prouver que je peux en faire pour d'autres. Ok, je vais lancer mon propre podcast. Donc déjà, matériel, je place de Clichy, bonjour, je voudrais un enregistreur, oui, quel type, pour faire quoi? Je sais pas, donnez-moi le meilleur, ok. Un micro, oui, cravate, casque, main, les 3, ok. J'achète un peu tout ça. Logiciel le plus simple, Audacity. Audacity, très bien, c'est facile, très simple, je prends, ok. Et là maintenant, qu'est-ce que je raconte? Je trouvais ça sympa de raconter des interviews de célébrités, enfin d'interviewer des célébrités qui ne nous raconteraient pas leur métier, parce qu'on entend tout le temps dans les magazines et tout, mais qui nous parleraient un peu de leur vrai perso. Je fais le test avec un acteur, pote de pote, je bosse l'interview comme une malade, j'ai des blagues, des machins, des trucs. Échec cuisant. C'est pas drôle, je prends trop la parole, je la prends pas assez, je m'écrase, oh là là, sans intérêt. Ok, on oublie l'interview, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que les gens aiment? Les gens aiment qu'on leur raconte des histoires et qu'on leur simplifie un peu des histoires compliquées. Comme la mythologie grecque, tiens. C'est génial, c'est passionnant la mythologie grecque, mais pour se mettre dedans, c'est une tannée. Je vais les aider. Donc je vais à la librairie, j'ai 4 bouquins sur la mythologie grecque. Et là, je réécris tous les textes. Donc je me tape Poséidon, Athéna, Chronos, Athos, bref. Et je réécris les textes. J'enregistre, et avant de lancer vraiment ma chaîne, je les écoute dans le métro. Je me dis, mais qui va aller tous les matins écouter son podcast sur Athéna en allant au bureau? Peut-être des gens, mais franchement, j'y crois pas assez pour me lancer. Je redéjeune avec mon ancien boss de Saint-Tropez, là. Il me dit, alors, ça avance ton studio? Ah bah ça avance, oui, ça y est, la toile sur l'écoute est déposée, mais j'ai rien à raconter, en fait, j'ai pas d'histoire. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Pénélope, t'as 1000 histoires à raconter. Raconte tes histoires. Mais tout le monde s'en fout de ma vie. Enfin, moi, je suis inconnue au bataillon, pourquoi est-ce que ça les intéresserait? On s'en fout. Fais et on verra. Ok. Je prends mon Word, et le premier mot qui me vient, c'est l'arnaque. L'arnaque parce que j'ai quand même toujours eu le sentiment
d'en avoir été une. J'ai toujours eu accès à des postes high level sans jamais vraiment avoir eu le sentiment de les mériter, parce que pas experte, parce que plus savoir-être que savoir-faire, parce que plus soft skills que hard skills. Et on m'a toujours fait ressentir que, je sais pas, j'ai toujours ressenti ça. Mais en vrai, au fond de moi, je suis pas une arnaque. J'ai créé des opportunités, j'ai saisi des opportunités, je parle à plein de gens, je fais mon réseau, mais pas de façon intéressée, juste parce que j'adore ça. Et en fait, j'ai envie, je fédère, je stimule. Et en fait, est-ce que c'est pas ça aussi une carrière? Est-ce que c'est pas juste tout ce savoir-être-là qui se transforme en savoir-faire? Du coup, je me dis que je vais raconter ces histoires-là. Je ne sais pas qui ça va intéresser, mais je le tente. Premier épisode, je raconte cette histoire d'atelier de Sèvres. Donc ça dure 5 minutes. Je chute un peu l'histoire, etc. Deuxième épisode, je raconte le truc du Vietnam. Bon. Et là, je me lance et je dis allez. Et je lance l'arnaque. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez flash coder. Et là, je rencontre quand même un peu des podcasteurs, des gens de grosses radios nationales que j'avais en réseau, et je leur dis est-ce que tu peux écouter mon podcast, me dire ce que tu en penses? Oui, ok, j'écoute. Oh, c'est très sympa, Pénélope, mais alors tu fais toutes les erreurs du podcast. Ah bon, il y a des erreurs de podcast? C'est quoi? Bah déjà, ça dure 5 minutes. Un podcast, par définition, c'est long. D'accord. Et puis, tu défends pas de thème, pas de cause. Tu parles de toi. Pénélope, tout le monde s'en fout. Ok, mais là, franchement, je sais sortir que ça. Et puis peut-être que j'ai besoin de le sortir. Bah là, vas-y, hein, lance-toi. Bah ok, je lance. 100 écoutes par jour, 200 écoutes par jour. Mes amis, les amis d'amis, la famille, 500 écoutes par jour. Et puis, dans les grands moments, je suis à 800 par jour. Ce qui est pas mal, hein, mais je ne veux pas craquer. Je craque pas un truc avec 800 par jour, 800 écoutes par jour. Et puis, sur Apple Podcast, qui est quand même la référence en matière de diffusion de podcasts, vaste sujet, mais ce n'est pas le sujet là, il y a des bannières, vous pouvez être en podcast recommandé, comme sur la musique, musique recommandée, la sélection de la semaine, etc. Comment ils font les gens? Ils payent. Moi, je veux payer pour être là. Je vous passe les tailles, mais j'arrive à trouver le contact chez Apple Podcast en faisant des mails à droite à gauche sur LinkedIn, etc. En fait, il ne faut pas du tout payer, il faut juste avoir le contact. J'ai ma bannière en recommandé sur Apple Podcast. Et je passe de 500 écoutes par jour à 8000 écoutes par jour. Et là, ok, il y a de l'écoute, mais surtout, il y a des gens qui m'envoient des messages sur Apple Podcast, sur Instagram, sur LinkedIn, en Facebook, en email, et en disant « Mais Pénélope, merci, c'est génial ce que tu fais, merci, franchement, ça change de ces podcasts longs, etc., etc., etc. » Et en fait, je suis fière. Je ne suis pas fière d'avoir réussi à avoir des écoutes. Je suis fière parce que je me suis écoutée jusqu'au bout. J'ai envoyé balader ceux qui m'ont dit que j'allais me prendre un mur. J'ai stick to who I am. Je suis restée, quoi. La toile sur écoute. Bande annonce. Salut les arnaqueurs, c'est Pénélope. Eh oui, Pénélope, c'est mon vrai prénom. Génial, hein? Il paraît que ça fait fantasmer les hommes d'ailleurs. J'ai jamais trop compris pourquoi. Vous pensez que c'est la sonorité en lop qui fait ça? Ou le diminutif péné? Un mystère. L'arnaque, c'est quoi? C'est un podcast. Enfin, c'est le premier podcast de la toile sur écoute dans lequel toutes les semaines je raconterai comment je gère Non, comment je ne calcule pas ma vie. Franchement, je sais pas quel âge vous avez, mais moi j'ai 34 ans. Il serait temps de réaliser qu'il faut faire. On arrête de penser qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, pour devenir quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. On s'en fout, on arrête de réfléchir et on fait. Concrètement, qu'est-ce que je vais vous raconter? Ma vie. Ben oui, j'aurais aussi pu vous faire un cours sur la mythologie grecque, mais franchement, je suis quand même plus calée sur ma vie, hein. Et puis les deux n'ont rien à voir. Quoique, ça reste quand même l'histoire de Pénélope qui passe la moitié de sa vie à tisser sa toile en attendant l'amour. Ben voilà, vous l'avez votre pitch. Alors, mettez vos écouteurs, laissez-vous embarquer et vous verrez. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre une petite note sur iTunes. Et en faisant ça, c'est un peu comme si vous mettiez de l'argent sur une cagnotte pour un anniversaire, sauf que là, ça vous coûte rien. La toile sur écoute. On n'est pas sur de la grande littérature, hein, mais c'est léger, c'est frais, c'est dynamique, et je comprends qu'en fait, les gens, ils ont juste envie d'écouter du vécu, du vrai, de l'honnête. Et là, tout le monde me dit, bon, Pénélope, tu monétises, là, tu vas gagner de l'argent avec toutes ces écoutes. Monétisation, monétisation, monétisation. Les gens n'ont que ça en bouche. On ne me demande pas comment je gère mes textes, on me dit, comment tu te fais payer? Non, je ne me fais pas payer, j'ai pas envie.
pour l'instant, moi, c'est pas monétisation, c'est contenu, contenu, contenu. Parce que je suis persuadée d'une chose, c'est qu'il faut pondre du contenu pour se faire voir. Il faut pondre du contenu pour être visible. Ok, et ben je lance une deuxième chaîne. Pic Parole. Des portraits racontés à la première personne du singulier avec tout un univers sonore pour immerger l'auditeur. En amont, j'ai fait l'interview de quelqu'un qui a eu un parcours extraordinaire et je raconte. On est un peu court pour que je vous fasse écouter la bande-annonce, mais vous pouvez flash-coder, vous l'écouterez. Pic Parole a bénéficié de l'engouement de l'arnaque et donc ça marche très très bien. Et là, je sens qu'il me manque un truc, il me manque une corde à mon arc. Troisième chaîne. 1, 2, 3 fiction. La fiction dans les podcasts, c'est le nouveau truc. Tout le monde se lance dans les fictions, même Hollywood se lance dans la fiction, audio. Et bien j'écris une fiction, donc c'est une chaîne qui va comporter des séries audio en fiction. J'en ai fait une qui s'appelle Cupla, K-U-P-L-A, en 8 épisodes de 12 minutes. En un mois, je fais 60 000 téléchargements et c'est la première série audio comédie. Mais comme je suis un peu inconnue au bataillon, parce que je ne suis pas un gros studio, puisque je ne signe pas des marques encore, puisque j'ai voulu faire contenu, je ne suis pas forcément mise en avant. Donc pareil, j'ai mon petit contact Apple Music qui m'aide, qui me met là-haut, etc. Ça donne 60 000 téléchargements. Donc aujourd'hui, je peux le dire, hein, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place dans quoi? Dans la création. Et en fait, quand j'étais petite, je disais que je voulais être donneuse d'idées et raconter des histoires. Peut-être que c'est ça, en fait, trouver sa place. C'est réaliser son rêve d'enfant, peut-être. En tous les cas, moi, je me suis jamais sentie aussi bien dans mes pompes que maintenant. Et je me rends compte que toutes ces années où j'avais le sentiment de galérer, mais en fait, je ne galérais pas. Je construisais mon chemin pour trouver ma place. Et je l'ai forcé, hein. Le culot, franchement, j'y suis allée au culot, hein. J'en ai fait des trucs. Et donc aujourd'hui, j'ai ces podcasts. C'est pas avec ça que je me nourris. J'ai le chômage. Toile sur écoute. Bah ça, pareil. J'ai le chômage. Hein. C'est 3 chaînes à aujourd'hui dépassent 350 000 écoutes, ce qui n'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt pas mal. 14 000 abonnés. Mais surtout, aujourd'hui, les gens ont écouté ces podcasts-là et ils m'appellent pour que je leur réalise et leur produise des podcasts. Parce que j'ai fait 3 chaînes, ça fait 6 mois. Il a fallu que je fasse 70 épisodes pour moi-même pour qu'on se rende compte que je sache faire des choses. On m'appelle pour que j'écrive des fictions en podcast, que je fasse du brand content pour des marques. Des agences m'appellent pour que je les forme au podcast pour qu'eux puissent leur faire des podcasts pour des marques. Donc je forme mes concurrents, pourquoi pas. Et je suis aujourd'hui speaker dans des conférences pour parler de mon parcours, mais aussi pour parler du podcast, de la monétisation du podcast, du marché du podcast. En fait, il y a quand même une leçon que j'ai apprise dans tout ça, c'est qu'il faut, et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut stick to who you are. Ça paraît débile comme ça. Mais si vous écoutez les autres et si vous arrivez à vous affranchir du regard des autres, que vous vous dites que de toute façon d'un échec on se relève, que de toute façon de l'inconnu on a peur mais on est toujours surpris, et que dans quelques années on n'est plus que de la poudre dans de la terre, allons-y quoi. C'est tellement jouissif, je vous promets, quand on trouve sa place, que ça vaut le coup. Et aujourd'hui, que si vous me dites, mais Pénélope, en fait, tu rêves de faire quoi dans les prochaines années? J'en sais rien. Mais en fait, pour une fois, c'est riche, parce que de toute façon, comme je suis à ma place, tout ce qui va arriver sera des nouvelles opportunités. Merci.